Bienvenue à toutes et à tous dans ce AI Flash de fin d'année 2025. C'est le dernier de la saison et je suis ici accompagné de deux experts que je vous présenterai dans un instant. Je m'appelle Robrecht et je serai votre hôte aujourd'hui. Mais avant de les introduire, je vais faire quelques informations pratiques pour le bon déroulé de la session de ce webinaire. Si vous avez des questions suite aux interventions de nos experts tantôt, vous pouvez les mettre dans le chat et nous allons les récolter et les plus pertinentes, les plus importantes, celles qui sont posées le plus, seront posées à nos experts par la suite. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, la première solution serait de cliquer sur le bouton « Pas de son ou d'image » juste en dessous de votre écran et vous pouvez suivre les étapes pour résoudre le problème. Si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi envoyer un petit message dans le chat où notre service clientèle sera à votre aide pour vous aider à résoudre cela. Vous pouvez aussi poser des questions concernant des formations, etc. dans ce chat aussi et on vous aidera via le service clientèle. Tout ceci m'amène à vous présenter notre premier expert de la journée, Diederik Legrain. Bienvenue. Bonjour Robrecht. C'est encore une fois la 4e fois d'affilée que vous êtes là. Toujours ravi de vous avoir parmi nous. Alors, pareil. Donc très heureux que vous allez nous présenter un peu un aperçu global de ce qui s'est passé, déroulé cette année sur différentes plateformes. Je vous invite déjà à vous installer. Avec plaisir. Et Diederik Legrain, comme vous le savez, chroniqueur entre autres chez Trends Tendance, professeur à Namur et grand expert sur les évolutions de l'IA. Diederik, la parole est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière session de l'année. Alors ça va être dense, parce que l'équipe de Sephora m'a dit, Diederik, il faut vraiment parler des derniers développements dans les modèles d'IA. C'est vrai que la plupart des personnes en entreprise connaissent ChatGPT, Copilot. Les autres modèles sont un petit peu moins connus, Claude, Gemini, NotebookLM. On va en parler et un petit peu au pas de charge parce que j'ai 20 minutes. Et puis, non seulement je vais vous montrer les différences entre les modèles, entre ChatGPT, Gemini, etc., mais je vais vous faire aussi une ou deux démonstrations et je vais vous montrer, et de nouveau au pas de charge, mais les slides qui sont à disposition sur le site de Sephora vous indiquent comment le faire vraiment de manière minutieuse, comment faire votre premier assistant d'intelligence artificielle sur un chatbot. Alors, pour moi, il y a actuellement plusieurs modèles dont je pense qu'il faut vraiment les avoir et les utiliser. Alors, le tout premier, vous n'allez pas être très surpris, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT, il faut savoir que ChatGPT évolue. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que les utilisateurs de ChatGPT ne perçoivent pas tout le temps, c'est que le modèle évolue et est vraiment meilleur en cette fin d'année. Il y a eu le 5.1 il y a quelques semaines, maintenant on en est au 5.2 pour les versions payantes. C'est une version qui a vraiment évolué, notamment dans ses facultés de raisonner. Alors, en gros, comment choisir si on prend ChatGPT ou un autre? Alors, ChatGPT a quelque chose de vraiment intéressant, toute une série d'ailleurs de fonctionnalités vraiment intéressantes. Je trouve que ChatGPT est un modèle qui a vraiment une excellente mémoire de vos interactions. Pour moi, c'est vraiment un des points forts de ChatGPT, c'est-à-dire que si vous acceptez que ChatGPT retienne des éléments de vos interactions, de vos discussions, eh bien, il s'adapte de plus en plus à vous. Et parfois, simplement lui donner un feedback comme vous le feriez à, ma foi, un collègue ou un stagiaire. Si vous lui disiez ça c'est bon, ça c'est vraiment le niveau que je souhaite que tu me rendes, ou ça c'est pas bon, pour moi ce n'est pas une bonne réponse, eh bien vous allez voir que assez rapidement d'ailleurs, ça ne prend pas beaucoup de temps, il s'améliore et au bout de quelques semaines, vous vous dites « mince, pourquoi est-ce que ChatGPT est aussi bon aujourd'hui ?» C'est simplement qu'il s'est adapté à vous. Alors, ChatGPT, on l'ignore relativement fort. ChatGPT peut se connecter par des connecteurs, c'est comme ça que ça s'appelle, à votre base de documentation. Alors, ChatGPT est assez agnostique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il sait se connecter à un environnement Microsoft, SharePoint, OneDrive, etc. Il peut se connecter aussi à un environnement Google, Google Drive, Gmail, Outlook, etc., vos agendas. Ça veut dire qu'en utilisant l'interface ChatGPT, le chatbot ChatGPT que vous connaissez toutes et tous, vous pouvez l'interroger en direct sur le contenu de vos mails, votre agenda ou retrouver des documents dans votre documentation. C'est pas toujours parfait, faut dire ce qui est, et parfois c'est un petit peu lent, mais n'empêche que c'est une utilité que beaucoup de gens ignorent.
Qu'a-t-il d'autre encore? Il a les fameux assistants. Donc, ChatGPT a depuis le début, a des très bons assistants. Ça s'appelle des custom GPT. On va regarder tout à l'heure comment le faire. C'est-à-dire, c'est un assistant, c'est ChatGPT, mais qui retient vos instructions et qui retient aussi votre documentation interne. Et je vais vous montrer un exemple très précis tout à l'heure en matière de ressources humaines. Voilà pour ChatGPT. Le deuxième must-have pour moi, c'est Gemini de Google. Alors, on en parlait justement, parce qu'on est tous des passionnés ici de l'intelligence artificielle, on en parlait tout juste avant ce webinaire avec les collègues de Sephora. Gemini a vraiment rattrapé son retard cette année. Donc Gemini, Google était un petit peu à la traîne par rapport à ChatGPT. Et maintenant, ils ont fait une nouvelle version de leur Gemini, la version 3. La version 3 est vraiment extraordinaire. De l'impression de toutes et tous, on a vraiment atteint un nouveau niveau de l'IA. Alors certains, j'en parlais ici, je vous dis juste avant de monter sur ce plateau, certains disent « je n'ai pas encore la super intelligence que j'aurais souhaité avoir cette année ». Pour moi, Gemini s'en rapproche pas mal. Et il a des nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment impressionnantes, notamment des tableaux de bord interactifs et dynamiques, etc. Et je vais vous montrer ça aussi dans un instant. Alors moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT. J'ai la version Pro à 200 € par mois parce que je l'utilise vraiment beaucoup, notamment pour des petites tâches de code et puis pour plein de choses. Mais je repasse sur Gemini, par exemple, quand je veux des infographies mieux faites ou des tableaux de bord interactifs. Et également quand j'ai besoin d'avoir une IA qui peut traiter de gros volumes de données. Et Gemini fait le taf parce que même dans la version gratuite, figurez-vous qu'il accepte des documents jusqu'à 1 million de tokens, c'est-à-dire, on va dire, 2-3 millions de caractères. C'est absolument énorme. Et donc, quand ChatGPT rame un petit peu, que vous lui donnez des PDF trop denses de plusieurs centaines de pages et que vous vous dites qu'il l'analyse de manière un petit peu trop sommaire, pensez Gemini. NotebookLM. Alors, NotebookLM est une IA, toujours de Google, qui est très bonne depuis quelques années déjà, mais qui ne cesse également de progresser. C'est l'IA préférée de mes étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans NotebookLM de Google, qui est une IA gratuite, tout comme Gemini. Il y a des versions payantes qui vous donnent droit à plus de fonctionnalités, mais franchement, en version gratuite, elles sont déjà fabuleuses, d'où l'intérêt notamment pour des étudiants. Vous pouvez l'utiliser, c'est un chatbot comme ChatGPT, mais qui ne vous répond pas tant que vous n'y avez pas donné des documents, des sources, quelle que soit la source. Ça peut être un audio, très intéressant. Vous déclenchez votre GSM, votre bête dictaphone sur votre GSM lors d'une réunion, vous mettez ce fichier MP3 ou autre, et il est capable de l'analyser et de vous faire un résumé par exemple. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne répond pas si vous ne lui donnez pas de documents, c'est-à-dire qu'il n'invente quasiment jamais. Si vous lui dites, tiens, réponds à cette question sur la législation, sur je ne sais pas quoi, il ne saura pas à vous répondre. Parce qu'il ne va pas sur le web, il ne vous répond pas. Enfin, maintenant, il sait aller sur le web, mais sinon, d'une manière générale, il ne vous répond pas. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est lui télécharger, justement, cette législation. Et alors, quand vous l'interrogez, il vous répond avec un degré d'exactitude, je dirais, en tout cas, à mes yeux, de 100%. Je ne me souviens plus avoir vu une erreur ou une hallucination sur NotebookLM depuis des mois. Très intéressant aussi, il peut interroger simultanément 50 sources. Et donc, Gemini, même avec son million de tokens, vous savez quand même pas mettre 50 documents. NotebookLM, vous pouvez mettre 50 documents d'un coup et vous pouvez les interroger séparément ou ensemble. Alors, les maybe, c'est-à-dire, voilà, je vous ai dit les must-have, et maintenant des modèles que moi je travaille beaucoup avec, mais que je dis pourquoi pas, envisager. Le premier, c'est Claude. Alors, Claude, c'est américain, malgré son nom un petit peu francisé. Pour moi, c'est un modèle très très bon. C'est un modèle frontière, comme on dit, c'est-à-dire il fait partie des 4, 5, 6 modèles au monde qui établissent à chaque fois la frontière de ce que l'IA est capable de faire. Donc, il est vraiment bon. J'aime beaucoup sa capacité de dialogue. Alors, on dit un petit peu un dialogue socratique, vous savez, quand vous posez une question à Socrate, il vous repose une question et il essayait de reformuler avec vous pour vous aider à trouver la réponse. Il a cette capacité-là qui est très très bonne. Je l'aime bien aussi pour tout ce qui est brainstorming et tout ça. Il a quelque chose de fabuleux, c'est qu'il fait aussi
des tableaux de bord qu'on appelle des artefacts sur Claude. De manière, il fait ça, c'est le premier, je pense, à avoir proposé ça dans son abonnement payant. Il y a déjà 1 an et il n'arrête pas de s'améliorer. Limite très vite atteinte. Donc c'est un modèle un petit peu gourmand en tokens, si je puis dire. Et donc quand vous lui posez des questions un petit peu plus complexes, assez rapidement, même en version payante, il peut tout à fait vous dire, bon, ben, vous arrivez bientôt à la fin de la limite pour votre journée. Pour moi, c'est le meilleur aussi en rédaction. Alors si c'est pour écrire des mails, il n'y a pas besoin. Si c'est pour faire des choses vraiment plus costaudes, comme par exemple moi dans mon activité de chroniqueur, dans mon activité de prof, ou quand je fais des posts LinkedIn et que je veux vraiment un bon outil de rédaction, j'utilise Claude. Perplexity, alors on en parle pas mal, hein, il y a beaucoup de gens qui connaissent Perplexity. C'est la première IA qui s'est spécialisée dans la recherche web. Est-ce qu'elle le fait bien? Non, mais aucune IA ne le fait vraiment bien, à moins d'utiliser un petit outil qui s'appelle la recherche approfondie. Son intérêt notamment, c'est que si vous prenez la version payante, vous avez accès à plusieurs modèles payants. Gemini, Claude, ChatGPT, etc. Alors vous dites, ben pourquoi prendre alors un abonnement sur ChatGPT si sur Perplexity on a droit à 3 abonnements? Vous avez droit à utiliser le modèle dans l'environnement de Perplexity, mais vous n'avez pas droit à toutes les fonctionnalités que vous auriez si vous allez sur ChatGPT ou sur Gemini, etc. Mais c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. Son énorme force, depuis fin août, début septembre, c'est qu'il propose un navigateur intelligent. Je vous ai montré très brièvement, je crois, en octobre ou novembre, à quoi ça ressemblait. C'est un navigateur, quoi, un web browser, comme Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc., etc. Sauf qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il a une capacité agentique. Vous lui dites, va voir dans mon agenda les disponibilités la semaine prochaine et envoie un mail à Robrecht pour lui proposer de boire un café ensemble et mets-le directement dans l'agenda quand tu auras sa réponse. Il sait le faire sans devoir en référer sans arrêt à vous. Par exemple aussi, voilà un site, télécharge tous les PDF que tu vois sur les dernières demandes de permis pour la commune de Senef. Eh bien, il va aller télécharger à votre place ce truc fastidieux où il faut cliquer sur tous les trucs, il les télécharge à votre place. Alors, ce qu'il ne faut pas, il n'y en a pas beaucoup pour moi, c'est Copilot, modèle notoirement peu performant. Et donc je sais que dans beaucoup d'entreprises, on utilise Copilot. Pourquoi? Parce que au début, quand l'IA est arrivée, Microsoft a eu cette bonne idée de dire, mais vous savez, si vous utilisez la suite Microsoft Office, nous, on met Copilot dedans et vous avez comme ça une IA qui travaille pour vous. Elle n'est pas très bonne, Copilot n'est pas une IA très très bonne, et moi ça m'arrive très souvent de faire des présentations devant des comités de direction où tout à coup ils se tournent vers leur responsable IT en disant mais pourquoi est-ce que tu nous as dit qu'il fallait utiliser Copilot? Ça ne m'étonne pas que tous les employés n'en sont pas satisfaits. Donc voilà, cela dit, il y a moyen quand même de faire des choses avec, mais ce n'est pas le modèle que je recommanderais. Donc si je dois résumer, ChatGPT, vraiment très bien, polyvalence, il est connu, donc la plupart des gens le connaissent. Si vous dites, je vais vous parler de Gemini dans votre entreprise, les gens ils ne savent même pas ce que c'est. Donc ChatGPT a ça aussi, c'est qu'il est connu, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Il a une limite dans les fichiers, c'est-à-dire que même en version payante, et même en version payante pro à 200 € par mois, on voit bien que les fichiers volumineux et massifs, il a quand même un petit peu de mal à les gérer. Et il a des très bons connecteurs à votre environnement professionnel, votre suite bureautique, vos mails, etc. Gemini, pour moi, puissance, hein, il prend 1 million de tokens, tableau de bord, etc. Limite, ses limites, c'est que les deux IA de Google ont un petit peu de mal avec les fichiers Excel. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils savent pas les ouvrir, c'est que il faut généralement les transformer d'abord en CSV pour qu'ils les utilisent bien. Donc Notebook LM, fidélité aux sources, et puis on peut mettre de l'audio, contrairement à d'autres. Perplexity, ils ont le navigateur intelligent, mais sinon le modèle est relativement moyen. Claude, très bon pour la qualité rédactionnelle, mais la limite est vite atteinte. Et enfin, Copilot, c'est un modèle faible, mais par contre, ses connecteurs sont excellents sur Office de Microsoft, évidemment, puisque Copilot a été designé, conçu pour répondre à Microsoft Office. Alors, très rapidement, je regarde... Oui, ça va, mais j'ai encore quelques minutes. Merveilleux. Je vais vous montrer comment on crée un assistant sur Gemini, et sur Gemini, c'est gratuit. Et sur ChatGPT, on sait aussi en créer un, mais c'est payant, donc je vais vous montrer rapidement. Déjà, ce que c'est qu'un assistant. Alors, je vais ici, j'avais préparé ça.
regardez ici, j'ai un assistant RH. Alors, à quoi sert-il cet assistant? Il sert à simplement analyser des candidatures selon les critères d'une offre d'emploi. Donc, je vais vous montrer ce que c'est qu'un assistant. Vous reconnaissez l'environnement de ChatGPT, vous voyez, sauf que là, je suis dans un assistant, mais c'est ChatGPT 5.2, donc je suis toujours bien dans ChatGPT, et vous pouvez reconnaître ici la barre latérale. Boum, ça y est, j'ai perdu mon assistant, bravo Diedrich. Les joies du direct, ça va, je l'ai de nouveau. Commencer à créer des images. Alors, je vais vous montrer, regardez, je vais prendre des candidatures. Rassurez-vous, je ne suis pas en train d'exposer des secrets, ce sont des candidatures fausses que j'ai fait pour les besoins d'un test pour un client. Et regardez, l'intérêt de l'assistant, c'est qu'on ne doit plus rien lui dire puisqu'il a déjà ses instructions, il a déjà la documentation. Donc, j'appuie simplement sur Go. Et je ne fais rien d'autre, et regardez, il va réfléchir s'il veut bien, je vois qu'il ne réfléchit pas, voilà. Premier classement initial, et donc, effectivement, il est en train de classer, comme je lui ai demandé dans les instructions, les profils des candidats selon leur fit score, c'est-à-dire est-ce qu'ils conviennent au profil demandé qui est présent dans l'offre d'emploi ou pas. Et donc vous voyez, j'en ai toute une série, là comme ça j'ai un fit score. Et donc vous allez dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, à gagner du temps sur plein de petites choses. Chaque fois que vous avez une tâche routinière, quelque chose que vous devez refaire sans arrêt, eh bien, vous pouvez créer votre petit assistant qui vous fait gagner du temps, parfois sur des choses toutes simples, parfois sur des choses plus complexes. Et ici, regardez, il me fait un fit score. Comme je suis un petit peu visuel, il termine par un petit tableau récapitulatif des fit scores. Et donc, je dis, ben voilà, je vais maintenant dire, tiens, il me dit, est-ce que tu veux interviewer un des deux? Ouais, je voudrais interviewer Sophie. Et donc là, il va de nouveau, c'est lui qui me le propose parce que dans ses instructions, il a ça. Et donc voilà, il fait des questions pour Sophie, qui ne sont pas des questions génériques, c'est-à-dire qu'il les invente au fur et à mesure en fonction de l'offre d'emploi et du profil de la candidate. Et donc, il essaye de voir quelles sont les questions les plus pertinentes. Voilà un petit peu, donc c'est juste pour vous montrer le côté assistant. Alors, comment est-ce qu'on fait? Regardez ici, vous avez un truc qui s'appelle GPT. Et dans les GPT, vous avez explorer les GPT. Alors, vous voyez, c'est pas très user-friendly, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que il faut aller là-bas en haut à droite pour créer son GPT. Et là, vous voyez, vous avez un nom, donc assistant Hector, et les instructions que vous pouvez mettre là et qu'il garde alors de manière permanente. Par exemple, pour le petit assistant de tri des candidatures, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des instructions pour dire tu es un expert en profilage de candidature, tu ne dois rien inventer et toujours faire en sorte que la comparaison entre l'offre d'emploi et le profil soit la plus juste possible. Surtout, tu n'as pas de biais sexiste de genre, de ceci, de cela. Parce qu'on le sait que les profils plus techniques, IT, etc., sont généralement dévolus à des hommes. Donc, j'essaye de vraiment bien parer à ce biais. Et puis, voilà, une fois que j'ai donné les instructions, je peux aussi charger un fichier. Et là, en l'occurrence, j'ai chargé les offres d'emploi du client à qui je faisais ce prototype de Schneider. Donc, j'ai téléchargé toutes les offres d'emploi. Et après ça, je ne dois plus lui réexpliquer à chaque fois. J'envoie des candidatures, il les analyse et ça se fait de manière automatique. Je vous montre sur Gemini rapidement comment ça fonctionne. Gemini, c'est pareil, ils se ressemblent tous, sauf qu'il appelle ça des gems. Vous cliquez sur Nouveau gem et vous mettez un nom et des instructions ici, et puis vous l'enregistrez et vous avez votre premier assistant. Voilà un petit peu, grosso modo, dans les slides, il y a quelques détails plus concrets, plus pratiques. Quelque chose qui est très bien aussi dans Gemini, et je terminerai par là, quelque chose que je trouve extrêmement puissant dans Gemini depuis quelques semaines, c'est la capacité de faire des tableaux de bord. Alors regardez ici par exemple, je vais le fermer, je lui ai simplement demandé, vous voyez, on est dans Gemini de Google, fais-moi une interface futuriste très design à partir de cette transcription de réunion. Donc j'explique un petit peu le contexte. Il s'agit d'une formation sur l'intelligence artificielle où les participants expliquent leurs usages de l'intelligence artificielle et donc
j'ai enregistré des participants à une de mes formations, j'ai mis l'audio dans Notebook LM, j'ai eu la transcription, voilà la transcription exacte. Alors ici c'est Diderik, je vais faire un tour de table E, comme vous voyez je dis souvent E, donc c'est vraiment une transcription, c'est la transcription bête et méchante. Et donc je retourne ici pour voir ce qu'il m'a fait, donc vous voyez la transcription elle est longue, et il m'a fait alors une chouette interface, et regardez avec un petit effet un petit peu cool. Et regardez, maintenant, j'ai un petit truc, et je peux même le partager avec et l'utiliser pour moi, ou bien le partager avec les autres participants. Et regardez, j'ai demandé de le partager, la petite interface très cool. Et donc, j'ai une adresse URL que tout le monde peut utiliser, je peux l'envoyer, elle est dans l'univers du net. Et vous voyez, il me dit, voilà, quels sont parmi les 12 participants les cas d'usage les plus fréquents. Il me propose même de me faire un petit filtre ici, qui sont les niveaux intermédiaires. Ici, j'en ai un. Je vais aller accéder aux données sur Philippe. Philippe, qu'est-ce qu'il a dit? Son usage actuel, c'est ça. Et les objectifs à atteindre, c'est ça. Tout ça, simplement sur base du prompt que je vous ai montré, à savoir, voilà une transcription, fais-moi un tableau de bord interactif, dynamique et original et futuriste. Voilà, je pense avoir terminé. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn si vous voulez d'autres trucs et astuces. N'hésitez pas à me suivre. Vous n'avez qu'à flasher ce QR code. Et si vous avez des questions, comme l'a dit Robrecht, vous les posez dans le forum et peut-être que Robrecht en reprendra l'une ou l'autre. Merci de m'avoir écouté et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup Diderik. Intervention très pertinente à nouveau. Présentation des agents pour ceux qui ne connaissaient pas encore et surtout aperçu comparaison de plusieurs outils de LLM. On reviendra sûrement dessus. Je pense qu'il y a quelques questions qui vont arriver sur cette comparaison. Mais d'ici là, je vous présente notre deuxième expert de la journée, Johan Veny. Johan travaille chez Agilitic, un petit mot tantôt dessus, mais d'abord, vous allez nous présenter un peu comment l'implémentation de l'IA se passe en entreprise et quelles sont vos bonnes pratiques, vos expériences à ce sujet. Je vous invite déjà à vous installer et de vous plonger dans le sujet. Et donc, Johan est docteur en sciences sociales et politiques, avec aussi une expertise dans l'analyse des statistiques et des données. Et aujourd'hui est Data Science Manager chez Agilitic. Et je vais lui donner la parole pour vous en expliquer plus. Merci Robrecht pour cette introduction et bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui l'idée pour moi ce sera d'un peu de vous faire partager mon expérience de plein de projets qu'on a menés, essayé de mener en entreprise, en me focalisant particulièrement, je dirais, sur les PME et sur les petites entreprises. Voilà, on parlera pas ici peut-être des grandes banques qui ont, par exemple, pas les mêmes moyens. J'ai appelé ça du tir d'entraînement au match décisif, cette intervention. Parce que vraiment, c'est le sentiment global que j'ai aujourd'hui en discutant avec des clients, que ce soit pour des projets data science, que ce soit en formation. Et c'est vraiment un mythe que je voudrais un petit peu casser maintenant. C'est vraiment l'illusion de l'IA facile. Et pour illustrer ça, je voudrais vraiment qu'on s'imagine vouloir devenir meilleur au basket. Alors, je ne joue pas du tout au basket, c'était un sport facile que tout le monde connaît bien. Moi, j'ai joué au rugby, mais s'il fallait commencer à expliquer les règles, ça se compliquait peut-être un petit peu. Mais donc voilà, imaginez, vous voulez être meilleur au basket et vous passez votre semaine à vous entraîner, à tirer au panier pour être meilleur. Vous allez très très vite vous améliorer, c'est extrêmement facile. Peut-être qu'à un moment vous allez même pouvoir vous éloigner du panier et commencer à marquer des tirs à 3 points. C'est extrêmement gratifiant. Et vous allez évidemment progresser au basket, aucun doute là-dessus. Mais le problème c'est que le week-end on joue un match. Et pendant le match, il y a 5 joueurs dans l'équipe, donc il faut jouer avec 4 autres personnes. Il faut se coordonner, il faut communiquer. Il y a 5 autres joueurs en face qui essayent de vous piquer la balle, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous mettent des contraintes. Il va falloir implémenter une stratégie pour essayer de gagner le match. Et on se rend compte que en tirant au panier toute la semaine, tout seul dans son coin,
Certes, on jouera peut-être un petit peu mieux au basket, mais on ne joue pas du tout au même jeu que lorsqu'on est dans un match le week-end. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve aujourd'hui l'illusion de l'IA facile, et c'est ce que je constate beaucoup en formation ou quand on essaye de discuter de projets avec des clients, c'est de dire il suffit de faire ça dans ChatGPT, ou c'est pas grave, j'ai plus besoin du projet, je l'ai fait dans Lovable. Très bien, mais pour moi il y a une grande confusion entre shooter au panier tout seul, qui serait utiliser ChatGPT dans son coin, faire une petite application Lovable et savoir gagner un match ensemble, collectivement, dans une entreprise en implémentant structurellement et en changeant structurellement une organisation vers l'intelligence artificielle. Et donc l'idée ici avec Sephora aujourd'hui, c'était un petit peu de vous donner quelques choses à faire, à ne pas faire aussi, en entreprise, justement pour essayer de gagner collectivement ce match et de changer structurellement votre organisation avec toutes ces nouvelles technologies qui sont à disposition. La première grande recommandation que je voudrais faire, c'est le terrain de jeu. Et vraiment, n'interdisez pas l'accès au terrain de jeu à vos employés. J'ai mis un risque, mais vraiment ce risque est absolument garanti à 100% aujourd'hui, de ce qu'on appellerait le shadow AI. Ça vient du terme shadow IT, donc les gens qui essaient de contourner un petit peu les règles mises en place par le service IT, en ayant son propre petit serveur sous la table, ou d'avoir des données dans un petit disque dur externe à côté de son ordinateur. Je peux vous garantir que si la politique de votre organisation, c'est d'interdire l'IA pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, ça n'a pas d'importance, vous allez perdre le contrôle du match et vos employés, d'une manière ou d'une autre, utiliseront les IA qui sont à leur disposition. Vous pouvez le bloquer dans les navigateurs Internet. C'est pas grave, les gens ont des téléphones avec la 4G, avec un appareil photo et se débrouilleront d'une manière ou d'une autre pour utiliser ces technologies qui sont certes vraiment utiles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut accepter que l'IA va faire partie de notre environnement de travail, mais il faut tracer des lignes autour du terrain. Il faut que tout ça se fasse dans un certain cadre. Et vraiment, la première recommandation que je pourrais faire par rapport à ça, écrivez une AI policy. Ça n'a pas besoin d'être un grand document juridique extrêmement complexe de beaucoup de pages, même si certaines organisations pourraient en avoir besoin, évidemment, parce que je ne sais pas, travailler dans le milieu hospitalier, il va falloir être très rigoureux dans l'écriture de ce genre de document. Ça peut être un document très simple pour la majorité des organisations, une page avec ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé de faire avec les intelligences artificielles dans votre organisation. Quels sont les outils qui sont utilisés et qu'on peut utiliser, et quels sont les outils qu'on ne peut pas utiliser et dans quelles conditions. Classez vos données aussi, utilisez des systèmes de couleurs très simples, des données rouges, tout ce qui est données personnelles, données des clients, données financières et des données vertes où vous dites ok, ça c'est des choses qui peuvent même être partagées avec un fournisseur externe. J'ai un des partenaires de mon entreprise qui dit toujours keep honest people honest. La majorité de vos employés vont être de bonne volonté. La majorité des gens sont des gens honnêtes qui jouent selon les règles du jeu. Mais si vous ne leur donnez pas les outils et les bonnes conditions pour le faire, malheureusement même les gens de meilleure volonté risquent de contourner les règles pour tout de même pouvoir utiliser ce genre d'outils. Alors, la stratégie, ça c'est l'autre phrase que je sors quand je donne des formations. Je crois que je le dis tout le temps en début de journée. Je vais probablement le dire entre 10 et 20 fois sur la journée. Bon, ici, je vous le dirai qu'une seule fois sur ce slide ici. Ne tombez, s'il vous plaît, pas amoureux de la solution. Il n'y a pas plus mauvaise stratégie pour une organisation que d'avoir une politique de dire on veut être AI driven. Où on va donner copilote à tous nos employés. C'est vraiment, on parlait de copilote là tantôt, c'est vraiment prendre le problème via le mauvais bout. C'est vraiment partir de la solution, ici copilote, de le donner à tout le monde en espérant d'avoir une solution à la recherche de problèmes. C'est vraiment la pire manière de faire. Ne tombez pas amoureux de la solution, tombez amoureux des problèmes.
Partez des problèmes des gens, partez des problèmes que vos employés ont au jour le jour, quels sont les facteurs bloquants, les tâches qui sont répétitives, à peu de valeur ajoutée, et partez de trouver des use cases via les problèmes au quotidien des gens. Et surtout, définissez, ça c'est ma plus grande recommandation ici, définissez les problèmes métiers sans utiliser le mot IA. Donc ne dites pas « j'ai besoin d'une intelligence artificielle pour rédiger mes devis ». Vous partez déjà à nouveau de la solution parce que vous intégrez déjà la notion d'IA dans la formulation du problème. Plutôt que de dire « j'ai besoin d'une IA pour écrire mes devis, partez du problème. Ça me met 4 heures pour écrire un devis et c'est un problème. Et partez de là. Et ensuite, essayez de voir pourquoi vous avez ce problème. Et souvent, ce qu'on suit, c'est une règle très connue qui est la règle des 5 pourquoi. Je mets 4 heures pour écrire mes devis, pourquoi? Parce que ceci. Ah, et pourquoi ceci? Parce que cela. Et si vous le faites 4, 5 fois de suite, vous allez commencer à arriver vraiment à peut-être une cause plus profonde de vos problèmes. Et si ça vous met 4 heures pour écrire vos devis, parce qu'en fait votre téléphone sonne toutes les 5 minutes et que vous n'arrivez pas à vous concentrer, la solution, ce ne sera pas d'avoir une intelligence artificielle pour le faire pour vous. La solution, ce sera peut-être simplement de couper votre téléphone pendant 20 minutes, parce qu'en fait, c'est le temps réel qu'il vous faut pour écrire un devis sans être interrompu. Pour savoir si c'est une bonne idée d'utiliser l'IA, on utilise souvent la règle du stagiaire pour essayer de trouver un petit peu vos premiers use cases. Posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est une tâche que je pourrais expliquer en moins de 5 minutes à un stagiaire ? Si vous trouvez des tâches comme ceci, je pense que vous avez déjà des bons candidats, des premiers use cases faciles avec lesquels vous pouvez essayer d'implémenter l'intelligence artificielle pour peu que vous ayez défini que l'intelligence artificielle soit la réponse à vos problèmes. Une question qu'on pose souvent, c'est buy or make. Est-ce que je dois construire moi-même mes outils d'intelligence artificielle ou est-ce que je dois les acheter? Une recommandation plutôt globale que je vous donnerais, si vous avez des problèmes standards, ce qu'on entend vraiment très très souvent, je dois écrire des drafts à mes emails, je dois faire des comptes rendus de réunions, je dois écrire du contenu pour le blog du site internet de mon organisation. Pour tous ces problèmes standards, allez plus vite à acheter des solutions toutes faites, utiliser des solutions standards, grand public qui sont disponibles à tout le monde. Si vous voulez développer une IA pour un vrai facteur différenciant, construisez-la vous-même. Par exemple, on a un projet avec une organisation qui fait du coaching pour des personnes qui cherchent de l'emploi, avec une vraie méthodologie d'intelligence collective en groupe. Ils ont leur propre méthodologie qui voudrait se faire aider de l'IA pour l'implémenter, pour mettre une dynamique de groupe. Mais voilà, c'est quelque chose qui a un vrai facteur différenciant pour eux, une vraie méthodologie qui leur est propre. Mais là, il vaut mieux construire les outils eux-mêmes. Une dernière recommandation sur la stratégie, c'est ce que j'appellerais la maladie du POC. Et c'est un petit peu ce qui arrive avec tous ces outils un peu faciles à implémenter. Je parlais de Lovable, par exemple, qui permet de faire des sites internet vraiment très très facilement. Leur énorme force, et je ne néglige pas du tout ça, c'est de pouvoir faire des POC, des proof of concept, donc vraiment des petits essais à très petite échelle, très très rapidement. Ça va très très vite, quelques prompts et on a une page web. Et ça c'est très bien, mais faites attention à ne pas rester bloqué dans la collection de POC. Ça je vois beaucoup dans énormément d'organisations, on fait des proof of concept après proof of concept, on en a fait 10, on en a fait 15, et quand on demande lequel est encore utilisé aujourd'hui, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, dans la vie de tous les jours de vos employés, c'est 0. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention dans toutes les organisations. Amener les choses au-delà du proof of concept, au-delà du test, et amener les choses vraiment en production, dans quelque chose qui est utilisable au jour le jour par tous vos employés.
Alors, ça c'est la stratégie. La stratégie ne va pas se laisser implémenter toute seule. Vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin de joueurs sur le terrain. Et là, alors je fais partie de cette catégorie, donc je vais devoir prêcher contre ma propre chapelle, mais ne laissez pas les experts techniques décider seuls des solutions IA à implémenter dans une entreprise. Il y a 2 grands risques que je vois. Le premier, c'est le solutionnisme technologique. C'est vraiment le point... je ne le dirai jamais assez, dont je parlais là tantôt. Les experts ont l'habitude de tomber amoureux des solutions et pas des problèmes. Et je suis le premier à avoir cette énorme dérive. Les experts voient plein de solutions partout et puis après cherchent des problèmes auxquels les appliquer. C'est déjà vu plein de fois, forcément, bah oui. Et l'autre, je dirais, c'est le risque d'immobilisme. Si c'est le service IT de sécurité qui doit choisir quelque chose, vous avez parfois le risque qu'il ne voudrait prendre aucun risque et d'être dans la situation du premier slide, de dire « Ah ben non, on interdit tout parce que c'est trop dangereux ». Ce qui est vraiment important, c'est de vous dire que vous pilotez un changement culturel dans votre entreprise et collectif. J'aime toujours dire que l'IA est un projet humain avant d'être un projet IT. Et le plus important, parce que bon, on faisait une petite blague au début sur les directions qui imposaient, ou en tout cas qui mettaient à disposition Copilot à tous les employés sans savoir vraiment pourquoi. Clairement, mon point n'était pas de dire que la direction ne doit pas driver le changement. C'est vraiment important que le changement et la transformation de votre organisation avec l'IA soit sponsorisée par la direction, qu'il y a un vrai soutien de la direction et une vraie direction pour le coup qui soit donnée par la direction. Donc c'est-à-dire pas on veut être AI driven, c'est extrêmement vague et partez encore une fois des gens du métier. Là aussi, comme je disais, ne laissez pas les experts tech décider tout seuls. Ne partez pas de l'autre côté du balancier non plus et ne laissez pas les experts métiers décider tout seuls non plus. Parce que là, on arrive à un tas d'autres dérives, qui est que chaque département de votre organisation va choisir sa propre IA, va s'acheter ses propres licences, tout le monde va prendre des décisions différentes et l'IA va se déployer de manière extrêmement anarchique, ce qui n'est pas recommandé pour avoir une solution pérenne dans l'avenir. Ce que je recommanderais vraiment, c'est de créer des binômes. Créer des binômes avec une personne du métier, je ne sais pas, quelqu'un du marketing, de la création de contenu, quelqu'un qui créerait des campagnes et des choses comme ça. Partez d'une personne, quelqu'un de la comptabilité, enfin peu importe, partez d'une personne de métier qui définit les besoins. Et faites-la s'accompagner peut-être d'une personne de l'IT qui validerait les outils, peut-être avec un data scientist, parce que les data scientists, les gens qui travaillent avec les données, ont l'habitude aussi de voir comment évaluer les outils, comment mesurer si les choses se passent bien ou se passent pas bien. Donc voilà, ne laissez pas les gens tout seuls et essayez de créer des binômes. Et créez vraiment des binômes de personnes. Okay, ne dites pas le département marketing va collaborer avec le département IT. Trouvez vraiment des gens, trouvez des gens qui sont curieux par rapport à cette technologie. Il y en a tout plein dans votre organisation, je vous le garantis, des gens qui utilisent et qui font des tests avec des outils IA tous les jours. Et le centre de gravité est en train de se déplacer dans les entreprises. Je le sais, moi ça fait des années que je gère des équipes de data science. On avait l'habitude que ce soit ces équipes-là qui drivaient le changement, qui étaient force de proposition dans tout ce qui était intelligence artificielle, machine learning. C'était vraiment ces équipes-là qui avaient les choses en main et le contrôle. Et clairement, le centre de gravité est en train de changer. Et on voit que dans beaucoup de départements business, il y a des initiatives qui sont prises par rapport à l'intelligence artificielle et qui sont absolument valides. Qui sont valides mais qui doivent être encadrées. Et donc créer des binômes de gens pour justement pouvoir profiter à la fois des gens du métier qui
qui peuvent vraiment partir des besoins et de leurs problèmes, et de gens dont c'est le métier de s'assurer de valider les outils, de mesurer leur performance, de faire attention à la sécurité et toutes ces choses-là. Créer des petites équipes comme ça de personnes pour avancer dans le développement de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Alors ici, forcément, je parle de stratégie, d'équipe. Ça suppose que vous avez des départements IT, que vous avez des départements marketing, juridique, comptabilité, etc. Clairement, c'est pas le cas des très petites entreprises. Les très petites entreprises, quand il y a 5 ou 10 personnes dans l'entreprise, il y a une personne qui dit moi, je suis à la fois la comptabilité, l'IT et le marketing, je suis tout le monde en même temps. Et là, vraiment, ma recommandation, c'est, je dirais, ne jouez pas aux petits grands groupes. N'essayez pas d'implémenter l'IA comme le feraient les PME ou les grandes entreprises. Vous n'avez pas le budget et surtout, vous n'avez pas le temps de maintenance pour la suite. Clairement, ma recommandation, c'est acheter des outils tout faits, branchez-les, jouez avec. Et si ça ne vous convient pas, passez à autre chose. Il y en a tout plein d'autres. Utilisez le stack des outils SaaS, donc Software as a Service, ou des outils no-code, comme il y a Zapier, il y a N8N qui est peut-être un petit peu plus compliqué, Make.com. C'est vraiment des outils qui vous permettent, sans avoir aucune capacité de codage, de programmation, qui vous permettent de déjà faire des petites automatisations. Faites attention à la maintenance. Prenez des outils qui vous demandent 0 maintenance parce que c'est ça le budget qui va vous faire mal à la longue. Sachez que les très petites entreprises, je pense, sont celles qui vont être aujourd'hui les plus favorisées par l'émergence des nouveaux outils IA. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a fort tendance à confondre les robots conversationnels avec l'IA. Mais tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, ça fait des années que c'est là, ça fait des années qu'il y a plein de grosses entreprises qui utilisent ces technologies. Et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent à des petites entreprises d'avoir accès à ce genre d'outils d'automatisation et d'intelligence artificielle et qui vont le plus pouvoir bénéficier de cela parce qu'elles bénéficient d'une grande agilité. Vous pouvez prendre des décisions rapidement, de tester un outil, et si ça ne vous convient pas, de passer à autre chose. Donc je sais que par exemple, la question du classement des emails est un sujet récurrent que j'entends partout. Aujourd'hui, il y a des clients mail. Nous, par exemple, dans notre société, je parle de la publicité, on utilise Missive qui a intégré dans l'outil des possibilités de classement automatique des mails, d'intégration directe avec les grands fournisseurs de LLM. Tout ça, c'est des outils qui sont déjà totalement packagés et qui sont extrêmement disponibles pour des petites entreprises pour mettre les choses en place immédiatement et avancer très très vite. Et finalement, c'est pas parce que c'est une présentation pour Sephora, mais là vraiment la formation, miser sur la formation plus que le recrutement. C'est bien sûr valable dans les moyennes et grandes entreprises aussi, mais particulièrement pour les petites entreprises, vous allez devoir faire tout vous-même, je vous le garantis, et formez-vous à l'utilisation de certains outils de base, peut-être quelques bases en Power Automate et des choses comme ça si vous voulez faire quelques automatisations dans Windows, vraiment en quelques heures, peut-être quelques jours, en fonction de votre familiarité avec ce genre de technologie, vous pouvez rapidement, si vous êtes bien accompagné, être plus ou moins autonome dans la gestion de ce genre d'outils sans devoir dépendre de recrutement ou d'aide externe. Et finalement, le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le score. Il va falloir tenir le score, savoir est-ce que tout ce que vous implémentez dans votre entreprise, est-ce que ça fonctionne et essayer de ne pas utiliser ce que j'appellerais des métriques de vanité. Et typiquement, ne mesurez pas uniquement le temps gagné sur certaines tâches. C'est une métrique importante, et je le sais, moi-même je suis consultant et on implémente des solutions IA, et clairement, on sait que les entreprises, c'est comme ça qu'elles calculent le ROI de ce genre de mission, c'est quel va être le temps gagné sur ce genre de tâches automatisées.
c'est une métrique importante, mais vraiment ne vous limitez pas à cette seule métrique. Mesurez aussi la valeur et la résilience pour votre propre entreprise. Mesurez par exemple typiquement la satisfaction de vos employés. N'oubliez pas que si vous utilisez uniquement comme métrique le temps gagné, une question qui va venir garantie aussi, c'est que va devenir mon job. Parce que si on automatise 50% de mon travail, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 50% du temps? Et vous avez intérêt, si vous êtes responsable d'une entreprise, à avoir une réponse à cette question. Faites attention, et ça on le voit venir, à l'effet collatéral des juniors. Parce que vu qu'on automatise toutes des tâches qu'on dit à faible valeur ajoutée, et je vous disais, posez-vous la question, est-ce que je peux expliquer ça en moins de 5 minutes à un stagiaire? C'est un bon cas pour commencer, c'est vrai, mais du coup les juniors qui arrivent sur le marché de l'emploi, comment est-ce qu'ils vont devenir des seniors qui peuvent superviser les intelligences artificielles? Donc essayez de voir comment vous pouvez intégrer des profils juniors à côté des IA, mais pour que eux aussi puissent se faire une expérience, apprendre des choses et puis devenir une personne plus senior avec de l'expérience qui pourra superviser ce genre de technologie. Et finalement, essayez de ne pas mesurer que le temps gagné, mais aussi d'avoir des métriques opérationnelles de vos clients, de vos utilisateurs. On a eu un bon cas par rapport à ça. On a eu un projet, c'était pour une société publique de ramassage de déchets qui devait traiter des plaintes de citoyens se plaignant que le camion poubelle n'était pas passé. Bref, on arrive à faire tout le projet. Tout le monde est très très content parce qu'effectivement, ça va beaucoup plus vite de traiter une seule plainte parce que les camions sont suivis par GPS. On peut savoir s'il est passé, pas passé. Tout ça était automatisé. Le mail de réponse était préécrit et il suffisait de l'envoyer aux citoyens contestataires que le camion poubelle n'était pas passé. Donc tout le monde est très content de ce projet. Et quelques mois plus tard, on rediscute avec les responsables qui disent « Ok, on a quand même remarqué quelque chose de vraiment bizarre, c'est que notre délai de réponse aux citoyens a augmenté. » Donc on se dit « Tiens, comment ça se fait ?» Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avant, c'était le quotidien des employés de répondre à ce genre de questions, mais maintenant que ce n'était plus qu'une tâche qui prenait quelques secondes, c'était relire et faire quelques sanity checks sur un email et l'envoyer. Les gens ne commençaient plus avec ça leur journée en se disant « Bon, allez, il faut que je traite les plaintes ». Vu que c'était totalement automatisé, les gens laissaient ça pour plus tard parce qu'ils avaient d'autres choses plus importantes à faire. Et en fait, on s'est rendu compte que plutôt que de traiter ça directement, c'était remis à plus tard et on répondait qu'en fin de journée et des choses comme ça. Et donc, pour les employés, c'était vraiment très facile, ils gagnaient beaucoup de temps, mais pour le citoyen, en fait, étonnamment, le délai de réponse a augmenté. Donc, essayez d'avoir une vision globale, vraiment end-to-end, de vos process et d'avoir des points de mesure un petit peu partout pour essayer de mesurer les effets de bord de l'implémentation d'une solution IA dans votre entreprise. Voilà, et en conclusion, le money time, vous savez, c'est les dernières minutes dans le match de basket où tout se joue, la victoire ou la défaite. Vraiment les 3 grandes conclusions pour résumer cette intervention. Je vous ai dit, cadrer avant d'outiller. Commencez petit mais réel, faites des POC très très concrets. Et puis surtout, finalement, mesurez autre chose que le temps gagné pour avoir une vue end-to-end de vos process dans lesquels vous avez implémenté l'IA. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et je vous souhaite aussi également, puisque c'est la période des excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Johan, pour votre intervention ici par rapport à l'implémentation en entreprise. En effet, des réflexions pertinentes quant au gain de temps qui n'est pas justement lié à l'entreprise même, excellente réflexion par rapport à l'humain à remettre au central aussi dans une question de IT au final. J'ai eu le temps et l'occasion de recevoir quelques questions ici. Je vais commencer peut-être par une question plus par rapport à la première présentation, qui s'agissait en fait, on a vu quelques outils qui sont présentés. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des références à quid par exemple de Mistral
Pourquoi c'est pas été récupéré dans ce comparaison qui est quand même un outil plutôt francophone de base? Oui, Robert, tout d'abord, merci pour cette présentation, c'était tout à fait passionnant, Johan, merci beaucoup. Alors, pourquoi pas Mistral? Il n'y a pas que Mistral, il y en a encore d'autres. Le fait est que j'avais que 20 minutes où mes amis de Sephora m'avaient demandé de voir un maximum de choses en 20 minutes. Mistral ne fait pas partie des modèles vers lesquels je me pencherai en premier. C'est un bon modèle. Mais il y en a d'autres des bons de ce genre-là, en open source. Alors Mistral est le meilleur modèle et peut-être même le seul modèle frontière en Europe. C'est un modèle français, comme vous disiez, donc effectivement francophone. Cela dit, que des modèles soient faits à partir de données francophones ou anglophones, etc., n'a pas beaucoup d'impact sur... je veux dire, Mistral ne parle pas mieux le français que peut le faire Claude ou ChatGPT. Il y a un intérêt à Mistral, c'est que notamment ces plus légers modèles sont open source, donc vous pouvez les faire tourner sur votre serveur. Mais il y en a d'autres qui font ça aussi. Par exemple, il y a un tout petit modèle de Llama que vous pouvez télécharger. Llama, donc, c'est la galaxie Meta, hein, Facebook, etc. Ils ont plusieurs modèles qui s'appellent Llama. C'est pas les plus en pointe, mais ils ont un petit modèle à 3 milliards de paramètres, un tout petit modèle. Et vous pouvez le faire tourner. Moi, par exemple, je le fais tourner sur mon ordinateur, donc ça tourne en local. Il n'y a plus de cloud, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions que celles que je vous ai montrées, et notamment la possibilité d'utiliser des plateformes comme OpenWeb UI pour faire tourner plusieurs modèles et de payer à l'usage et non pas au forfait. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de payer à l'usage parce que si vous payez, moi j'aime bien ce que vous disiez, Johan, vous payez Copilot à tout le monde en disant il va se passer quelque chose, ça va être cool. Vous allez payer cher pour la plupart des personnes qui vont l'utiliser pour rédiger 3 mails par semaine. Et donc, quand vous payez à l'usage, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, d'autant plus que vous avez accès à la full puissance de l'IA. Voilà un petit peu pourquoi. Donc, Mistral, pas mal. Moi, j'aime bien le faire travailler mes étudiants dessus. Comme à un moment, il faut pouvoir faire des choix, notamment selon le temps qui m'était imparti. Je n'ai pas parlé de Mistral, mais je n'ai pas parlé de plein d'autres modèles non plus, comme par exemple le modèle DeepSeek qui est chinois, mais qui a aussi un modèle en open source qui peut tourner, alors là par exemple sur Perplexity, et qui est très bon aussi. Donc voilà, il y a d'autres modèles. Plein de modèles en effet. Justement, il y a une autre question, c'était par rapport à Mammoth en anglais, qui permet de rassembler plusieurs outils en un seul. Oui. Est-ce que c'est quelque chose à recommander selon vous? Mais comme Perplexity fait ça aussi, il n'y a pas que ça, il y a Po.com aussi qui fait ça, il y a pas mal de plateformes qui agrègent plusieurs modèles. L'intérêt, c'est qu'effectivement, pour un forfait de 20 €, vous pouvez travailler avec plusieurs modèles et voir directement la différence de réponse. Et alors, tout doucement, vous avez des préférences d'un modèle ou l'autre pour une tâche. Ça vous rend beaucoup plus agile. Cela dit, vous n'êtes pas dans l'environnement ChatGPT ou Gemini, vous ne savez pas tout faire, même si sur Perplexity ou Mammoth ou autre, vous utilisez par exemple Gemini, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités de Gemini que vous auriez en l'utilisant sur la plateforme Gemini et sur le chatbot Gemini. Mais je dis, le chatbot, pour moi, c'est relativement en train de passer de mode, si je puis dire. Je crois de plus en plus à l'utilisation de modèles en direct via des clés API sur votre environnement. Direct plutôt que des chatbots. Mais enfin voilà, la plupart des gens entrent dans l'IA, si je puis dire, par le biais des chatbots comme Copilot et ChatGPT, etc. Et dans un deuxième temps, comprennent l'intérêt d'avoir accès à une IA en direct, soit en local, soit en direct, et ils payent à l'usage. Vous avez un peu la même vision par rapport à tous ces outils, comment les utiliser, comment les choisir. Est-ce que vous suivez un peu les conclusions ou est-ce que vous avez une autre expérience par rapport à ça? Oui, moi je rejoins assez bien et je rejoins assez bien sur le fait que les chatbots sont en train de passer un petit peu de mode. Ça a été clairement une explosion, mais comme je disais, l'IA existe depuis bien plus longtemps que ça en fait. Mais c'est le format de chatbot, de comment interagir avec ces IA qui a été fort popularisé avec l'apparition de ChatGPT il y a quelques années. Et là où je pense effectivement qu'on va passer au-delà de ça, ça va être via l'utilisation de clés API et je crois aussi via l'intégration vraiment dans des systèmes opérationnels. C'est-à-dire que, on le voit, ça va être la grande bataille, je pense. Windows qui va essayer d'avoir Copilot qui permet d'interagir avec plein d'applications dans son
dans tout son écosystème. Et on voit que les autres, ChatGPT, Gemini, sont en train de faire la même chose. Alors, ils n'ont pas de système opérationnel sur les ordinateurs, mais eux, clairement, veulent nous déplacer vers une plateforme sur le web. Et je pense qu'on va effectivement dépasser le chatbot pour avoir plutôt des services d'automatisation et de coordination de plusieurs services, que ce soit les mails, les agendas, les notes de réunion, enfin tout ça va converger vers des applications intégrées les unes aux autres. Une des réflexions dans ce sens, enfin pas dans ce sens, mais qui est autour de ça, c'est la question pourquoi ne parle-t-on pas du coût énergétique, encore une fois de plus. Alors c'est beaucoup été mentionné aussi les autres fois, il y a beaucoup de reprises, en particulier pour les chatbots, pour les modèles de base. Est-ce qu'en évoluant vers ces nouveaux systèmes d'analyse, etc., est-ce que ça va changer quelque chose à ces questions-là ? Je pense pas. A priori, clairement, il y a des énormes consommations énergétiques liées à ça, et je pense que, par exemple, on parlait de Gemini là tantôt, de la génération d'images. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est nouveau, mais voilà, les gens ont tendance à beaucoup jouer avec et à générer 20, 30, 40 images à la suite l'une de l'autre. Et clairement, ça consomme beaucoup. Et ça, faudra voir, est-ce que c'est une tendance qui va perdurer ou est-ce que c'est parce que c'est le début. Mais oui, donc, clairement, on ne va pas vers un usage plus sobre de ces intelligences artificielles. Et c'est aussi une des raisons aussi pour laquelle j'insiste beaucoup sur est-ce que l'IA est la meilleure manière de résoudre le problème en fait que vous rencontrez au quotidien, parce que parfois en fait un bête de code Python suffirait. Par exemple, des choses vraiment très très simples et qu'effectivement ça sert à rien de sortir un bazooka pour tuer une mouche, pour reprendre cette expression-là. Prendre un peu conscience, comment est-ce que vous voyez la chose? Je ne suis pas du tout d'accord avec ces sur l'impact énergétique, je rejoins tout à fait la question du spectateur ou de la spectatrice. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui? Parce que c'était pas le thème, de nouveau, on a un petit peu pris par le temps. J'aurais juste les mêmes recommandations que Johan. Réfléchissez avant de faire du slope, comme on dit, c'est-à-dire des vidéos marrantes, des chansons à la con, si je puis dire, etc. C'est marrant. Moi-même, je faisais pas mal ça hein, quand on a pu commencer à faire des chansons gratuites. Et parfois, je le fais encore, mais je ne pas. Pour un oui ou pour un non, je faisais une chanson à la Johnny Hallyday que j'envoyais à mes copains sur WhatsApp, grosse rigolade. Et puis, tu te dis, mais tout ça pour ça, quoi. Payer, enfin, participer à ce gigantesque pillage de ressources juste pour du slope, c'est-à-dire des contenus pas très... Donc voilà, moi, je plaide vraiment pour un usage plus raisonnable. C'est-à-dire, on ne sait pas quel est l'impact eux-mêmes. Hein. Je ne suis pas sûr que les designers d'IA, les concepteurs d'IA savent exactement combien consomment leur IA à l'usage. Ils le savent probablement pour l'entraînement, mais pour l'usage... Et alors, il y a une autre chose, c'est que plus le coût à l'usage diminue, par exemple, Gemini a réussi à bien diminuer l'inférence, etc., avec des mécanismes d'attention de plus en plus précis, etc., mais alors, plus on l'utilise, puisque dans le même forfait, tu peux en faire beaucoup plus. Et donc, finalement, ce qu'on observe, c'est que même quand les concepteurs d'IA, Gemini, ChatGPT, etc., réussissent à diminuer le coût de l'inférence, si je puis dire, le coût du calcul, alors les utilisateurs en font encore plus. C'est à nous aussi d'être un petit peu raisonnables. C'est la question d'être conscient de ce qu'on fait de ces usages. Par exemple, pour revenir sur Gemini, en effet, le dernier rapport de Google était que c'était 0,1 kWh, je pense, par recherche, ce qui est moins d'1% pour charger un téléphone portable, par exemple. Mais en effet, par rapport à quels paramètres, c'est beaucoup plus nuancé au final. Et pour revenir sur le slope, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le concept que, outre que les hallucinations qu'on sait que l'IA va imaginer des choses, slope, c'est juste créer plein de choses et qu'ils n'ont pas de valeur en soi, mis à part une petite blague du moment, et qu'on risque d'être inondé de contenu pas pertinent. Ça a été pas mal discuté en Flandre ces derniers jours, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. On tombe doucement vers la fin. J'ai encore deux questions. Une première toute petite, c'est parce que vous avez un peu dit que Copilot, selon vous, ça n'est pas l'outil du futur. Il y a un an, ils ont annoncé qu'ils allaient tout intégrer, que tout allait être beaucoup mieux. Est-ce que vous pensez que 2026, Copilot va faire un bond en avant, peut-être? Je ne suis pas devin.
franchement, je ne peux que constater l'écart qui se creuse. Alors, certains de mes clients disent, nous, on a décidé, c'est Copilot. Johan le disait, parfois, il y a cette décision de l'IT, bim, on cadenasse tout, ça va être Copilot, c'est beaucoup plus facile. Donc, parfois, je suis obligé de me remettre un petit peu à Copilot pour voir quelles sont les dernières avancées. Et il progresse, c'est pas le Copilot catastrophique d'il y a un an et demi, mais... je veux dire, il est pas terrible, voilà. Et donc, moi, dans les entreprises, ça m'arrive régulièrement de devoir faire, si je ne passe pas directement par le management, ce que je demande à chaque fois, mais parfois c'est des grosses entreprises et il y a un département qui me sollicite. Après, je fais des rapports au management pour dire, écoutez, vu que vos ingénieurs travaillent sur des dossiers volumineux, complexes, etc., donnez-leur des outils, c'est comme si vous lui donnez un ordinateur des années 80 pour traiter le volume invraisemblable de données que vos ingénieurs doivent traiter. C'est pareil, ils ont besoin d'un bon ordinateur et ils ont besoin d'un bon modèle d'IA, donc soyez un petit peu moins narrow-minded. Donc Copilot, pour moi, voilà, est-ce que en 2026, il va tout à coup se découvrir des ailes, je ne sais pas. Copilot, en soi, c'est pas un modèle. Le modèle sous-jacent de Copilot, c'est ChatGPT. D'ailleurs, Microsoft, les gens l'ignorent, mais c'est l'actionnaire principal, pas majoritaire, mais principal de ChatGPT, d'OpenAI. Pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas à faire un meilleur IA dans Copilot? Ça reste un mystère absolu, mais Microsoft, c'est compliqué. Quand on entre un petit peu dans l'environnement Microsoft Office 365 et tous leurs merveilleux outils sur papier, une fois qu'il faut les faire parler ou les utiliser, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en effet, beaucoup de questionnements, du potentiel pour le futur, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de concurrence, ils ont déjà le marché, peut-être qu'ils travaillent moins dessus, c'est difficile à dire. Espérons qu'en 2026, ça ira mieux, parce qu'en effet, c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises par choix de facilité aussi. Est-ce que vous avez des attentes aussi par rapport à 2026, ou une vision, ou quelque chose que vous passe par la tête pour l'année prochaine dans le développement de l'IA? Dans le développement, je vais revenir au développement de l'IA dans les entreprises. Et je pense vraiment, comme je parlais de la maladie d'époque, je pense vraiment que 2026 va être l'année où les entreprises vont mettre fin au POC et vont demander des résultats concrets. De dire, OK, on a joué, on a fait plein de petits trucs sympas, mais maintenant il faut des résultats, il faut arrêter de papillonner un peu dans tous les sens et vraiment d'avoir des outils qui sont mis en production et qui sont utilisés concrètement, que ce soit par le personnel, par les clients, peu importe. Mais et en tout cas, c'est la grande tendance qu'on voit maintenant et les grandes demandes que nous on reçoit. C'est de dire, on a fait un petit test. Maintenant, comment est-ce qu'on fait monter ça à l'échelle? Ça fonctionne pour 10 personnes. Comment est-ce qu'on met 500 personnes là-dessus? Et ça, je pense que c'est vraiment les défis de 2026. Oui. Okay. Et Robrecht, peut-être la perspective 2026, il y a quelque chose qui me frappe en cette fin d'année 2025, et je pense que c'est un mouvement qui va s'accélérer. Ce sont des entreprises qui disent un petit peu comme pour Johan, en disant bon, on a joué, maintenant on voudrait passer aux choses sérieuses. C'est pareil aussi pour l'acculturation, pour l'adoption de l'IA par les collaborateurs, les employés, quel que soit leur niveau. On est passé du stade exploratoire, selon moi, à un stade où maintenant c'est une compétence de base. Et moi, très concrètement, j'ai 2 clients, et effectivement, en Wallonie, c'est plutôt des PME et des TPE, donc en l'occurrence 2 PME, qui disent, bon voilà, c'est bien, pendant un an, on a suivi des formations, on a donné des formations, on a laissé nos collaborateurs jouer, créer des assistants, des consultants sont venus pour créer des assistants un petit peu plus élaborés. Maintenant, ceux qui ne l'utilisent pas, sachez que ça fait partie des compétences de base que nous vous demandons, tout comme être capable de naviguer dans Word, Excel et Outlook et ce genre de choses, c'est une compétence de base. L'IA est une compétence de base. Ça change énormément de choses parce qu'alors le discours change en disant maintenant on va vous évaluer aussi là-dessus. Et ça, à mon avis, c'est un changement de mentalité qui est en train d'arriver au-delà du changement de demande d'efficacité plutôt qu'on arrête de rigoler. C'est aussi un changement de culture, tout simplement. Ça choque beaucoup quand je le dis dans des entreprises que c'est en train d'arriver. Mais en l'occurrence, les Américains qui sont toujours un petit peu en avance par rapport à nous, ça existe déjà depuis un an, depuis la fameuse missive du CEO de Shopify qui a dit maintenant l'IA est une compétence de base pour tout le monde, même pour les directeurs, a-t-il bien dit pour que ça passe bien. Donc voilà, pour moi, 2026, ça va être ce changement d'échelle-là, effectivement dans les outils, mais aussi dans l'acculturation. Ok, super. Merci beaucoup pour cette
intervention finale d'aujourd'hui. Merci Johan d'être venu, d'avoir partagé les expériences chez Agilitic. Diederik, comme toujours un plaisir. 4e fois d'affilée que vous êtes là. Partagez, Robrecht. Et j'aimerais remercier aussi tout le monde d'être avec nous ici aujourd'hui. C'est la dernière de l'année 2025, mais nous revenons avec un nouveau concept l'année prochaine. Si vous aussi, vous voulez continuer à vous développer dans les compétences de l'IA, parce que, comme Diederik l'a dit, ça sera en effet toujours essentiel, une compétence de base. Chez Sephora, pour les employés de la commission paritaire 200, nous vous fournissons ces formations de façon gratuite. Donc, n'hésitez pas à consulter notre catalogue. Et avant de nous quitter, j'aimerais encore vous rappeler que si vous en remplissez le formulaire de fin, vous avez une opportunité de gagner 2 livres sur le monde de l'IA. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire et la question. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.